tout simplement. Est-ce que vous parlez de cystite, c'est un problème aigu effectivement qui fait suite à ce problème, mais est-ce qu'il y en a qui peuvent perdurer ensuite à l'âge adulte? Il y a des conséquences que vous voyez plus tard? Alors voilà, c'est ça. Il y a les phénomènes aigus, et puis du fait de cette mauvaise éducation mictionnelle, vous pouvez mal élever votre vessie, on va dire. Donc mal élevé veut dire que peut-être qu'il va y avoir des petits résidus. À force de se retenir, la vessie elle se videra pas bien. Et je vois vraiment à ma consultation, alors plus de jeunes femmes, mais qui ont fini par mal éduquer leur vessie, pas bien uriner, et après... Avoir des problèmes d'incontinence, par exemple? Non, plus des cystites, des rétentions, et ça, faire marche arrière, c'est compliqué. Et vous, en tant que spécialiste, vous alertez oui. les autorités avec oui. vos confrères? Tout à fait. Il y a quelques années, il y a eu une campagne par l'Association française d'urologie sur... la campagne était sur les jeunes enfants, même plus jeunes que le lycéen et collégien, en disant allez aux toilettes, il y a plus de risques à ne pas y aller plutôt qu'à d'y aller. Oui. Merci. Continue à le redire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Un traitement administré aux mauvais patients ou à une dose trop forte, les médicaments sont la troisième cause d'erreur médicale. Et pour prévenir ces risques, le CHU de Nîmes a mis en place une équipe de pharmaciens mobiles. Oui, ces pharmaciens qui sont habituellement cantonnés aux pharmacies centrales des hôpitaux vont se déplacer au chevet des patients pour surveiller les prescriptions, notamment pour les malades qui doivent prendre plusieurs traitements en même temps. C'est un reportage signé Cédie Dali et Mathias Denisot. Prenez un hôpital au hasard, Nîmes par exemple, et cherchez la pharmacie. Vous savez où se trouve la pharmacie de l'hôpital? Pas du tout. Je sais Pas du tout. On est paumés, on est perdus. Bon, cherchons par là, par ici, P... non plus. C'est au niveau moins de 2, c'est ça. Dans les sous-sols de l'hôpital donc, c'est là que se trouve à tous les coups la pharmacie. Pas loin du local poubelle. Derrière ces portes, fourmillent des dizaines de pharmaciens qui dosent, conditionnent, confectionnent les pilules des 1800 patients de l'hôpital. Bonjour. Clarisse fait partie de ces ouvriers de l'ombre. Les patients, elle n'envoyait que leur dossier médical sur un écran d'ordinateur. C'est là qu'elle passait ses journées. À tout à l'heure. Désormais, elle ne fait qu'y passer en coup de vent. Donc maintenant, je vais en service d'urologie, puisque je ne suis plus basée à la pharmacie, c'est dans le service de soins que je travaille. Clarisse part à la rencontre de tous les patients qui viennent d'être hospitalisés. Donc moi, je viens vous voir pour vous parler un peu de ce que vous prenez à la maison. Qu'est-ce que vous prenez habituellement à la maison? Comment ça se passe? Comme médicament? Oui. Eh ben, il y a un matin et le soir. Et le patient de sortir toutes ses boîtes. Une dizaine de pilules que Clarisse va lister les unes après les autres, même celles qui n'existent pas sur l'ordonnance. Est-ce que vous prenez d'autres choses? Oui. Oui. Je prends du Doliprane. D'accord. Le soir pour dormir parce que j'ai très très mal à la cheville. Ouais. La pharmacienne récolte là des informations cruciales. L'objectif, éviter un surdosage de médicaments, une mauvaise interaction, bref, une erreur médicamenteuse. Il peut y avoir un médicament d'automédication qui est pris avant l'hospitalisation et par exemple qui entraîne des troubles de la coagulation et quand en fait on subit ensuite une intervention chirurgicale, ça peut être potentiellement grave pour le patient. Il peut être prescrit un médicament qui ressemble à un autre mais qui n'est pas le médicament que le patient prend, donc une erreur carrément de médicament. La contribution du pharmacien, c'est justement d'éviter ces erreurs parce que ces erreurs-là, elles sont évitables. Et justement, Clarisse a dépisté une erreur. Ce médicament, la dénurique, n'a pas été noté correctement dans le dossier médical du patient. Quand je vois en fait la façon dont c'est écrit sur l'ordonnance, je me dis que le professionnel de santé, quand il a dû lire cette ordonnance, il a dû lire adénome et retranscrire adénome. Clarisse poursuit son enquête. Pour chaque patient, elle confirme toutes ces informations auprès du pharmacien de quartier qu'elle appelle personnellement. Oui, bonjour monsieur, Clarisse Roux, je suis pharmacienne à l'hôpital de Nîmes. Dans ce service, les patients sont âgés, atteints de maladies chroniques. Ils prennent en moyenne jusqu'à 16 médicaments par jour. L'erreur est la hantise de ces médecins. Nous sommes aujourd'hui dans une politique qui s'impose, qui est l'efficience. Nous devons voir beaucoup plus de médicaments dans la même période de temps qu'avant. Moins de temps par personne. Pour nous, les médecins, nous pensons vraiment que la présence du pharmacien dans une unité de soins est une amélioration des soins.
17 pharmaciens sont déployés dans tout l'hôpital. Il n'existe que 2 dispositifs de ce type en France. Mis en place il y a 2 mois, cette expérience doit encore faire ses preuves car la tâche est ardue. On estime à 60 000 le nombre d'erreurs que l'on peut éviter chaque année. Et on va terminer le journal avec la découverte pour le moins surprenante faite par un chirurgien du Creusot en Saône-et-Loire. En opérant un patient qui se plaignait de douleurs dans le ventre, il a retrouvé plus d'un demi-kilo de cocaïne dans ses intestins. La drogue était conditionnée en boulettes ficelées avec du scotch. Comme on peut le voir dans les films, l'homme a reconnu revenir d'Amérique du Sud et avoir ingéré la drogue pour la ramener clandestinement. Les boulettes avaient vocation à être expulsées, évidemment, par les voies naturelles. On appelle ça une mule. Évidemment, le personnel soignant a prévenu la police et l'homme, lui, est toujours hospitalisé. Et il va, je pense, aller directement en prison sans passer par la case départ. Ouais, j'aime bien le côté l'homme a reconnu qu'il avait ingéré. C'est-à-dire que les boulettes ne sont pas arrivées comme ça. Je ne sais pas comment ça se fait. Ah, vous m'étonnez, docteur. J'ai des boulettes de cocaïne. Oui, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il est allé à l'hôpital? Ah oui, parce qu'il avait mal. Vraiment, il ne devait plus en pouvoir, hein, le pauvre. Ouais. Terrible. Bon, à part ça, fin de ce journal, Michel, jusqu'à 15h. Dans le carnet de santé aujourd'hui, reportage sur un espoir de thérapie génique pour une maladie génétique rare. Une thérapie menée avec succès sur des chiens. Pour In Vivo, nous sommes toujours à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris, dans le service de diabétologie, où des enfants de tous âges apprennent à gérer cette maladie chronique. À 14h30, Allo Docteur sera consacré à la cataracte, une affection de l'œil qui altère la vision, comme souvent. On parlera des signes de cette maladie et du traitement qui est chirurgical. Et puis dans les chroniques avec Laetitia Fou, qui va être question des perturbateurs endocriniens. Et on fera du sport avec Nordine. On s'intéresse à tous ceux qui sont alités. On retrouve notre invité. Comment j'ai réussi à nager le papillon avec un seul bras sans tourner en rond? Voilà un titre de livre qui ne manque pas d'autodérision. Comme son auteur, Charles Rozoy, bonjour. Bonjour. Vous avez 27 ans, vous êtes champion paralympique du 100 mètres papillon que vous avez eu aux Jeux de Londres en 2012. Vous racontez donc votre histoire dans ce livre qui est paru aux éditions de l'Équipe alors que les Jeux se déroulent en ce moment même à Sotchi en Russie. C'était un rêve, hein, cette médaille? C'était un rêve d'enfant, cette médaille? Un rêve de gosse, voilà, à peine debout, je disais déjà je vais être champion olympique. Alors je savais même pas encore dans quel sport, je savais pas de quoi, c'était déjà pas mal, je voulais être champion olympique. Finalement ça sera pas champion olympique mais ça sera champion paralympique. Mais la natation, ça a été à quel âge? Ça a été autour de 6-7 ans. 6-7 ans, je tombe dans l'eau par des voisins qui pratiquaient la natation tous les jours et que j'allais voir. L'entraîneur me dit non, tu restes pas dans les gradins, il faut que tu amènes ton maillot de bain, et je suis tombé dans l'eau et je suis plus jamais ressorti. Alors vous avez pratiqué la natation jusqu'à ce qu'en 2008, à l'âge de 21 ans, vous étiez déjà à un bon niveau 21 Oui, j'étais à un bon niveau. En 2008, je fais champion de France du 50 mètres papillon, donc j'étais au niveau national, voire international. Et la veille du jour où vous allez vendre votre moto, vous avez un accident. Exactement, je rentre du travail, j'étais maître nageur, comme beaucoup de nageurs, l'été on fait un petit job d'été, et je rentre du travail alors que j'avais prévu de vendre ma moto, comme je reprenais ma carrière de natation qui décollait enfin, et puis sur le retour, un chauffard me heurte et je passe dans la barrière de sécurité. Bon, j'ai la chance de ne pas passer la tête, mais je laisse le bras dans la barrière de sécurité et il m'annonce dans un premier temps une fracture de l'humérus, et finalement il s'avérera plus tard, après de nombreuses investigations, que c'était une lésion du plexus brachial. Les nerfs qui commandent effectivement le bras et qui laissent du coup un bras qui perd de sa force et de son efficacité. Alors tout d'abord, il était inerte. J'ai eu la chance d'être opéré à Paris-Bichat par professeur Oberlin qui m'a très bien remis, qui m'a fait une très belle opération. Et aujourd'hui, j'ai bien récupéré. Et surtout, j'apprends à me resservir du peu que j'ai récupéré finalement, parce que c'est quand même très peu. C'est-à-dire, vous avez quoi là aujourd'hui? Alors, il m'a fait un transfert des nerfs intercostaux sur le biceps, donc qui me permet d'utiliser le biceps, d'avoir la flexion du bras. Et il m'a fait un transfert de tendons des pronateurs sur les extenseurs. Pour pouvoir ouvrir et fermer la main. Donc j'ai perdu de la force. Qui permet de fermer comme ça. Voilà. Et ça veut dire quoi, que votre handicap aujourd'hui, vous ne pouvez pas nager avec ce bras? Non, je nage qu'avec un seul bras. J'ai juste les mouvements de face, donc et ça se voit pas. C'est vraiment un handicap complètement invisible. Mais j'ai aucun mouvement, j'ai aucune élévation de l'épaule, j'ai aucun mouvement derrière. Voilà. Bon, on va voir. On vous voit effectivement nager. Juste qu'on comprenne quand vous avez décidé du coup de continuer évidemment la natation, même si c'était plus pour les JO, mais pour les Jeux paralympiques. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez rencontré un médecin
médecin qu'on aimerait rencontrer, qui vous a bien encouragé celui-là. Oui, oui, un neurochirurgien très, très intéressant, mais c'est ce que je l'appelle professeur Dumbledore, avec des grands cheveux, vraiment c'était une caricature. Et à la fin de l'examen, qui a été un peu long, il me dit, Monsieur Rozoy,